Dès que vous êtes prêt, vous me dites. Hein. On est prêt, madame. Ah, d'accord. On est prêt, madame. Vous pouvez commencer. Très bien. Et là, vous voyez mon écran? Il est tout noir. Non. Ah, ne me dites pas qu'il est tout noir comme tout à l'heure. Non. On n'arrive pas à voir l'écran. Et pourtant, je suis en partage. Hein. C'est écrit, vous êtes en train de présenter chez moi. Oui, mais c'est juste votre profil qui affiche. Il n'y a pas d'écran. Non bon? Il est tout noir. Bizarre. Donc, que ce soit Google Meet, que ce soit Teams, c'est exactement le même souci. Non, ici, peut-être c'est un problème de connexion. Google Meet, généralement, Oui. ça marche sans problème d'habitude. Je pense, même tout à l'heure, je pense que c'est à cause de ça. C'est un problème d'Internet. Madame, c'est avec votre téléphone, le PC. Je fais avec mon PC. Ah, c'est pas Le normal. PC est meilleur. Il est meilleur que le téléphone. Puis mon téléphone, puisqu'il sonne souvent, donc je dois le mettre en mode avion. Et si je le mets en mode avion, je ne peux pas utiliser mes données mobiles. En tout cas, si vous arrivez à voir l'écran dans ma berg, si vous n'arrivez pas à voir l'écran, on laissera pour mercredi, et puis c'est tout. Hein. Mettez en mode avion après. Madame, Oui. madame, essayez de mettre mode avion après activer vos données mobiles. Normalement, ça marche. Non, justement, je ne sais pas pourquoi avec mon téléphone, ça ne marche pas. Ah, d'accord. D'habitude, c'est ce que je fais, mais avec mon téléphone, ça ne marche pas. Dès que je mets mode avion, ça désactive les données mobiles. Après le mode avion, essayez de réactiver les données mobiles. Est-ce que ça va marcher ou non? Madame, si vous voulez, je pourrais partager votre cours. Attendez, je ne sais pas si je pourrais vous l'envoyer. J'ai le cours sur moi. Vous avez la diapo? Oui, de l'année passée. Sous forme de PDF. Essayez de la partager avec vos camarades. Oui. Donc moi, je dois arrêter le partage, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut partager toutes les deux? Non, je dois arrêter le partage. Je sais pas. Oui, madame. Donc j'arrête le partage, c'est bon. Alors, essayez de partager. D'accord. Madame, vous pouvez avec votre téléphone, mais en activant le mode pas déranger, vous ne recevrez pas d'appel normalement. Et vous pensez que moi, je suis aussi bonne que vous? Où est-ce qu'il est le mode ne pas déranger? Oui, en mode pas C'est bon, c'est bon, déranger, j'ai trouvé le elle mode. reçoit les... Non, c'est bon. Attendez, je vais essayer. Alors, Ah, c'est bon, On n'arrive pas à voir. ah, Oui, votre camarade elle est en train de partager. oui, on le voit. Madame. C'est nice. Là, vous arrivez à voir tous? Oui. Oui, Oui, madame. madame. Oui. Vous pouvez mettre en grand écran, non? Plein écran, vous ne pouvez pas? Allez. Encore, encore. Encore? Encore? Donc, voilà, arrêtez-vous ici.
Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux organismes. Pardon, mais madame, Oui. mais sur l'écran on n'arrive pas à voir les titres ni sur les diapos. Ah bon, moi Oui, j'arrive à c'est voir. mieux. Elle n'a qu'à Voilà, faire ça diapo. c'est mieux. Il faut mettre diaporama. Oui, c'est un PDF, c'est pas un hôtelier avec. Allez, moi j'arrive à voir. Après, c'est à vous de voir. Moi j'arrive à voir, je vois clairement. Madame, si vous voulez, vous m'envoyez la diapo pour que je puisse partager. Ah, mais je pense que vous allez avoir le même problème parce que l'autre, celle que j'ai ici, comme moi, je l'ai téléchargée également de mon mail. Donc, elle est également en PDF. Donc, vous allez avoir, je pense, le même souci que votre camarade. Elle peut l'ouvrir Word. Non, عندها. J'ai que la Pourquoi? Parce que j'ai pas ramené mon PC portable. Parce que c'est sur mon PC portable que j'ai les sous forme de PowerPoint. D'accord. Mais moi, Normalement, ici, on va faire avec le PDF. Parce que c'est le même. On commence avec ça. Puisque le Coran, on va le voir, on l'aura après. Vous arrivez à entendre. Non. Anaïs, c'est qui qui partage l'écran. صديت. Oui, Amine, c'est là. ظن كاس تخزمات تروح الفيشي ني تكذا في البي دي اف اللي يستخدم اوفغيغ دون ابرام دي فاورد كيف الليس نورمالمون لكن كي بصح ماشي لا توش ني اوكي فوالا اوفغيغ افيك choisir d'autres applications ان شاء الله كم دي فاو دايا صوب كان نورمال وورد بصح لاقص باوربوينت. خاطر مي فوالا غادي faire le même problème il a PowerPoint. تكون ساعة وي وليش nécessaire PowerPoint. ودي تفغر كذين اي سوورد نورمال شغل Anaïs, mais là, ça, non, mais c'est la connexion. Mais là, c'est le drive l'année passée. On a téléchargé le diapo après les PowerPoint. Offert sous forme de PDF. Donc, il ne faut pas télécharger. Oui. Si que. Ah, d'accord. Je pense la prof, elle a quitté la réunion. Oui, je pense. non, je suis là avec vous. انا كزوز قلت تولي نورمال تولي نورمال شو ما كيدخلوا في البي دي اف نورمال Je considère que c'est normal.
La prof laisse clairement, genre, rien normal. C'est juste, tu dois y Il y rester. a un problème. C'est là pour vous. L'écran est normal. Il devient clairement pour moi. Ouais, au début, il est clairement vraiment normal. Même la voix, même le truc, même la prof elle se laisse bien. Ouais. Ben, moi aussi, pour moi, l'écran, il est parfait. Donc, je ne sais pas par rapport à vous. Madame, tout est clair, tout est bien. On commence. On commence pas encore, vous arrivez à entendre. Mais non, je lui demande de défiler. Prochaine diapo. D'accord. Voilà. Encore? Voilà. Donc, pour les eucaryotes, on avait dit qu'on avait plusieurs organismes et donc plusieurs types de cellules et chaque organe ou chaque organisme a une fonction bien précise. Vous ne pouvez pas défiler encore. Prochaine diapo. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs organes et chaque organe a une fonction bien particulière et vers la fin, tous ces organes doivent coordonner entre eux pour que l'organisme humain va fonctionner le plus normalement possible. Vous pouvez défiler, hein? Encore? Prochaine. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a... Donc, notre organisme, pour que toutes ces cellules puissent communiquer entre elles, il nous faut un système de communication parfait qui puisse coordonner les différentes fonctions de ces différents organes. Prochaine. Donc, on va prendre un exemple très, très simple. On prend l'exemple de la glycémie. Vous savez que la glycémie, elle doit être entre 0,7 et 1 gramme par litre durant toute la journée. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va manger tout le temps. Il y a des moments où on est à jeun, il y a des moments où on mange, mais ce n'est pas pour autant que la glycémie va augmenter ou va descendre. Donc, si on vient par exemple de manger un postprandial juste après un repas, il va y avoir un signal pour dire que le glucose est assez élevé dans l'organisme. Et donc là, c'est le cerveau qui va donner un signal au pancréas pour qu'il sécrète l'insuline. Et l'insuline qui va agir sur le foie pour mettre en réserve l'excès de glucose sous forme de glycogène, c'est ce que vous avez fait l'année passée, ou alors sous forme de triglycérides, ça dépend. Dans le cas contraire, par exemple, là, aujourd'hui, on est au mois de carême, il est 3h24, on a peut-être mangé à 5h30, mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire une hypoglycémie. Donc là également, il y a un signal qui sera donné du cerveau vers le pancréas pour que le pancréas va sécréter des hormones hyperglycémiantes quelle est l'hormone hyperglycémiante que vous connaissez qui est sécrétée par le pancréas? Le glucagon. Très bien. Donc, ce glucagon, il va agir sur le foie pour pouvoir synthétiser du glucose, soit en dégradant le glycogène, soit en faisant appel à la synthèse du glucose à partir de substances non glucidiques, c'est-à-dire la néoglucogénèse. D'accord. Donc, vous voyez qu'on a deux systèmes de communication. Le premier qui passe du cerveau vers le pancréas, qui est un signal rapide, parce que c'est un signal, si vous voulez, électrique. On a le deuxième signal qui va du pancréas vers le foie. Et lui, là, c'est un signal hormonal. C'est un signal endocrinien qui est un peu plus lent par rapport au premier. C'est pour ça que dans le premier, on a mis un téléphone. Et dans le deuxième, on a schématisé une enveloppe. C'est-à-dire, si vous appelez votre camarade, vous voulez lui transmettre un message, vous prenez votre téléphone, sur le champ, vous transmettez le message. Mais si vous envoyez une lettre, il faudra la poster. Donc, ça va prendre un peu de temps pour que le message arrive à votre collègue. D'accord? Donc, c'est un petit peu pour schématiser.
Donc, on a deux systèmes de communication. Il y a le système électrique, il y a le système endocrinien. Suivante, s'il vous plaît. Et si la suivante, s'il vous plaît. Donc, si l'un de ces systèmes fait défaut, ça va se traduire par une pathologie. Ça va de soi. Suivante, s'il vous plaît. Encore. La suivante. Très bien. Donc, là, on avait dit qu'il y a deux types de systèmes. Il y a le système électrique que vous avez fait en physiologie. Donc, moi, je ne vais pas revoir le système électrique. Et vous avez le système chimique. Parmi, dans le système chimique, c'est le système endocrinien où interviennent les hormones. Donc, pour le premier qui était électrique, qu'on avait schématisé par le téléphone, donc c'est une réponse qui est rapide, directe, alors que dans le deuxième, comme c'est un système chimique endocrinien, donc il va être un peu plus long par rapport au premier. D'accord? Pourquoi il y a cette lenteur? Parce qu'il y a un passage par la circulation sanguine, alors que le premier, c'est un message qui est direct. Vous faites défiler, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Oui. Quand on dit lente, veut dire quelques minutes, c'est ça? Oui, oui, même pas, oui, oui. C'est-à-dire lent par rapport au système électrique. Hein. Ce n'est pas lent, ça va prendre du temps, non. Ce D'accord. n'est pas instantané, à la seconde près. D'accord? D'accord. Suivante. Vous pouvez défiler. Donc, dans ces systèmes de communication, là, vous devez retenir, il vous faut toujours une cellule émettrice qui va émettre le message, une cellule réceptrice qui va recevoir le message, et cette cellule réceptrice, elle doit avoir ce qu'on appelle un récepteur pour qu'elle puisse lire le message qui est apporté. Donc, suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que je viens de dire. Vous voyez, il y a toujours une cellule émettrice, une cellule réceptrice, et cette cellule réceptrice, elle doit avoir un récepteur qui va lier le messager et pourra traduire le message qu'il porte. La suivante. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs systèmes de communication. Donc nous, c'est le deuxième qui nous intéresse. Donc, vous voyez là la différence entre la cellule émettrice et la cellule réceptrice. Dans le premier système, qui est la voie nerveuse, qui est une transmission synaptique, donc la cellule émettrice, c'est un neurone, alors que la cellule réceptrice, ça peut être un neurone, ça peut être une cellule. Et là, le messager, vous allez parler d'un neurotransmetteur. Donc là, c'est ce que vous avez fait l'année passée en physiologie. Au cours de ce cours, on va voir le deuxième, au cours de cette unité, c'est la deuxième, c'est la voie humorale, où la cellule émettrice, elle peut être un neurone comme elle peut être une cellule glandulaire, et la cellule réceptrice, ça va être une cellule périphérique, et dans ce cas, on va parler soit d'une neurohormone, soit d'une hormone. La dernière, c'est une voie locale, donc c'est une transmission autocrine ou paracrine, donc ça va être dans le même tissu, soit sur la cellule elle-même, soit sur la cellule adjacente. Donc le premier et le dernier, on ne va pas les faire. Donc, nous, c'est le deuxième qui nous intéresse parce qu'on parle des hormones. Donc, notre cellule réceptrice, c'est une cellule. Et la cellule qui va émettre le message, également, c'est une cellule glandulaire. Vous faites passer. Donc là, on va passer rapidement. Prochaine diapo. Donc là, vous pouvez passer parce que ça, c'est pas très important. Encore. Prochaine diapo. Voilà. Donc, vous voyez que tout à l'heure, on avait dit que dans la transmission neuro-hormone, il faut que ce soit la cellule émettrice, c'est un neurone, et la cellule réceptrice, c'est une cellule, mais on a ici un passage systématique par la circulation sanguine. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait dit que la réponse, elle va être légèrement lente par rapport à la première. Donc, vous faites passer. Encore. Faites passer. Ça, c'est pas important. Prochaine diapo. Là, vous faites passer, vous faites défiler. Jusqu'à ce que je vous dise arrêtez. Encore. Parce que là, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est parce qu'il y a un passage par la circulation sanguine, c'est pour ça que la réponse, elle va être un peu lente par rapport au signal électrique. Donc, vous faites passer.
Pas ça le plus important encore. Voilà. Là, non, revenez en arrière. Voilà. Donc là, c'est quoi le système endocrinien? Parce que nous, c'est le système endocrinien qui nous intéresse. Donc, vous voyez que c'est un ensemble de glandes. Ces glandes, elles vont à la fois produire, elles vont stocker et sécréter les hormones en question. Et ces hormones, c'est elles en réalité qui portent un message. Et dans notre organisme, on retrouve un peu plus que 50 hormones. Donc, vous faites défiler. Et donc là, pratiquement au cours de cette unité, vous allez voir la plupart des hormones, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, vous avez l'hypothalamus qui va synthétiser et sécréter des hormones qu'on appelle des hormones hypothalamiques. Ces hormones hypothalamiques vont alors agir sur l'hypophyse. Donc, l'hypophyse, à son tour, va également produire et sécréter des hormones qu'on va appeler, dans ce cas, des hormones hypophysaires. Et ces hormones hypophysaires vont alors agir sur des glandes endocrines. Et ces glandes endocriniennes, elles vont alors sécréter à leur tour des hormones qu'on va dire ou appeler hormones périphériques. Encore? Et là, vous allez voir chaque axe à part entière. Encore, l'organisation des glandes, oui. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez que vous avez l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc là, c'est central. Et après, vous avez le reste, ce sont les glandes périphériques. Encore. Donc, en grosso modo, c'est le schéma qu'il faudra retenir. Vous avez l'hypothalamus qui va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, à son tour, va alors stimuler la glande endocrine qui va synthétiser les hormones périphériques qui vont agir sur les cellules périphériques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc là, si on doit définir une hormone, c'est quoi une hormone? Une hormone, c'est une substance chimique qui porte un message. Donc, on peut parler d'un messager chimique. Et ces hormones, elles ne sont pas synthétisées par n'importe quelle cellule, mais elles sont synthétisées par des cellules spécialisées qu'on appelle des glandes. Et elles seront stockées et en cas de besoin, elles seront sécrétées dans la circulation sanguine pour pouvoir agir sur une autre cellule réceptrice qui doit avoir un récepteur. Donc là, il faudra toujours le garder en tête. La cellule réceptrice doit avoir un récepteur pour qu'elle puisse traduire le message qui est porté par cette hormone. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les hormones, c'est grâce à ces hormones qu'on arrive à coordonner les différentes fonctions entre les différents organes, donc entre les différents cellules pour que l'organisme, vers la fin, ait un fonctionnement très harmonieux. Oui. Prochaine. Donc, c'est exactement la même chose. Vous pouvez passer. La prochaine. Donc là, également, c'est très important à retenir. Donc, contrairement aux glucides, contrairement aux lipides, aux protéines, les hormones, on les retrouve à des quantités très, très, très faibles dans notre organisme. C'est de l'ordre de micromoles, voire de picomoles. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'après, quand on va doser l'hormone en question, ça va nous donner une indication sur l'activité de notre glande. Soit qu'elle sécrète en excès, soit qu'elle ne sécrète pas du tout. Prochaine diapo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me dites au fur et à mesure. Donc là également, on peut passer parce que c'est ce qu'on... Donc vous voyez, vous pouvez revenir juste une seconde. Donc sur cette diapo, vous voyez que même si l'hormone, c'est ce qui est le petit carré jaune, même si l'hormone a été sécrétée, mais elle ne va pas agir sur toutes les cellules, mais elle ne pourra agir que sur les cellules, je ne sais pas si vous arrivez à voir, sur les cellules qui ont un récepteur. Les cellules qui ne possèdent pas de récepteur, donc l'hormone, elle ne pourra pas se lier, donc cette cellule ne pourra pas lire le messager. Donc, je me répète, c'est toujours la même chose. Prochaine. Donc là, pour ce qui est de la classification, vous voyez ici qu'il y a plusieurs critères pour classer les hormones. On peut les classer selon leur structure, selon leurs propriétés physico-chimiques, selon leur mécanisme d'action ou alors selon leur rôle physiologique. On commence par la structure, donc prochaine diapo. Donc selon la structure, vous avez les hormones qui dérivent des acides aminés, tels que par exemple les catécholamines. On a les hormones qui sont de nature peptidique, protéique. On a également celles qui dérivent du cholestérol, les stéroïdes. Donc vous faites passer. Après là, vous allez les étudier une à une. Donc par exemple, pour les stéroïdes,
vous voyez qu'elles dérivent toutes du cholestérol. Et là, on a 3 sous-classes. On a les stéroïdes à 19 atomes de carbone, les stéroïdes à 21 atomes de carbone et les stéroïdes à 18 atomes de carbone. Faites passer. Selon leurs propriétés physico-chimiques, là, vous faites passer, on distingue 2 grands groupes. Donc, c'est par rapport à la solubilité. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, on a les hormones liposolubles et les hormones hydrosolubles. Donc, les hormones hydrosolubles, généralement, elles sont de nature protéique et elles vont agir via un récepteur membranaire, alors que les hormones liposolubles, généralement, c'est celles qui dérivent du cholestérol, il n'y a pas que ça. Et là, elles vont agir via un récepteur membranaire qu'on va voir après. Prochaine. Non, selon leurs propriétés physiologiques, là on peut décrire les hormones hypothalamiques, vous pouvez faire, voilà, les hormones hypophysaires et les hormones périphériques. Donc les hormones hypothalamiques, c'est celles qui sont synthétisées et sécrétées par l'hypothalamus, on les appelle les releasing hormones. Les hormones hypophysaires, c'est celles qui sont synthétisées et sécrétées par l'hypophyse, alors que les hormones glandulaires ou périphériques, c'est celles qui sont sécrétées et synthétisées, bien sûr, et sécrétées par les glandes telles que la thyroïde, la surrénale, etc. Prochaine, s'il vous plaît. Le dernier mode de classification, c'est le mécanisme d'action. Et là, on distingue également 2 grandes classes. On distingue les hormones qui agissent via des récepteurs membranaires et les hormones qui agissent via des récepteurs nucléaires. Donc là, on va les voir dans un autre cours. Donc, vous faites passer. Prochaine. Donc, vous faites passer. Encore, vous faites passer. Maintenant, la biosynthèse et la sécrétion. Donc là, tout dépendra de la structure. Si c'est des hormones qui dérivent des acides aminés, c'est le cas, par exemple, des catécholamines. Donc, vous voyez, la tyrosine, elle subit une première hydroxylation. Elle va vous donner la dopa, qui va alors subir une décarboxylation pour donner la dopamine, qui subira dans ce cas la deuxième hydroxylation, et là, on aura la noradrénaline. La noradrénaline, par méthylation, elle va donner une adrénaline. Donc là, c'est facile. Si c'est des protéines, prochaine diapo, donc si c'est des protéines, ça va être comme la synthèse d'une protéine le plus normalement possible, vous faites passer. La prochaine. Donc, si c'est une protéine, voilà ici, donc c'est comme une protéine le plus normalement possible. Vous avez votre ADN qui va être répliqué, qui sera ensuite traduit en ARN messager, qui sera alors plutôt transcrit d'abord en ARN messager, lequel sera traduit en protéine, donc comme n'importe quelle synthèse protéique. Prochaine, s'il vous plaît. Maintenant, si c'est de nature lipidique, généralement là, on a les hormones stéroïdiens. Et donc là, ça dérive du cholestérol. Et là, vous allez faire la synthèse proprement dite quand vous allez faire les hormones stéroïdiennes avec le docteur Belkhaïd. Donc, je vais passer. Prochaine. Donc là, vous allez le faire en détail. Ce n'est pas la peine de le détailler maintenant. Allez-y. Prochaine. Encore. Oui, le transport. Alors là, le transport, on avait dit tout à l'heure qu'on avait 2 grandes classes d'hormones. On a les hormones liposolubles et on a les hormones hydrosolubles. Donc, si l'hormone, elle est de nature hydrosoluble, ça sous-entend qu'elle peut circuler librement dans la circulation sanguine. Donc, généralement, elle n'a pas besoin de transporteur. Par contre, si elle est de nature liposoluble, elle ne pourra pas circuler librement. Donc là, il est important, il est systématique, ces hormones vont avoir systématiquement un transporteur. Vous pouvez faire passer. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple de la testostérone, qui est une hormone stéroïdienne. Donc, elle est de nature liposoluble. Donc, la testostérone nécessite systématiquement un transporteur. Vous voyez qu'elle est transportée à 80% par l'albumine. L'albumine, c'est un transporteur ubiquitaire, c'est-à-dire que c'est un transporteur qui n'est pas spécifique. L'albumine, il peut transporter tout ce qu'il trouve sur son chemin. C'est comme, par exemple, je vous donne un exemple, c'est comme le train, c'est comme le bus. N'importe qui peut monter dans un train, n'importe qui peut monter dans un bus. Par contre, 20% de la testostérone, elle est transportée par la SHBG, qui est la Sex Hormone Binding Globulin, ou protéine de liaison des hormones sexuelles. Et donc là, la SHBG, elle est spécifique à la testostérone. Si je dois reprendre l'exemple du train, là, par exemple, c'est comme si vous avez une voiture. Dans votre voiture, c'est pas n'importe qui peut monter. C'est à vous de décider. Donc,
le SHBG ne peut transporter que les hormones sexuelles. Et on a une toute petite fraction qui va être libre. Donc, vous voyez que moins de 1% des hormones, d'une façon générale, se retrouvent sous leur forme libre, alors que 99% sont sous forme liée. Il faut retenir que seule, là, c'est une notion qu'il faudra retenir, seule la fraction libre est active biologiquement. Donc, la fraction liée, elle n'est pas active. Elle est biodisponible, oui. En cas de besoin, elle sera libérée, mais du moment qu'elle est liée à une protéine de liaison, donc elle n'est pas active. Seule la fraction libre est active. Prochaine diapo. Madame, j'ai pas compris le dernier détail. D'accord, donc revenez. Donc là, vous voyez, on a pris l'exemple de la testostérone. Il n'y a pas que la testo, mais de toute façon, vous allez le reprendre à chaque fois quand vous allez faire la thyroïde, la surrénale, etc. Donc là, je vous donne l'exemple de la testostérone. Vous voyez qu'elle est liée à 80%, elle est liée à l'albumine. 20% à la SHBG et à 0,05%, elle est sous sa forme libre. Pourquoi? Parce que la testostérone, c'est une hormone liposoluble, donc elle ne peut pas circuler librement. Mais vous avez les hormones d'une façon générale, 99%, ils se retrouvent sous forme liée à une protéine de liaison, et seulement 1%, voire moins, qui va se retrouver sous sa forme libre directement. Et c'est cette forme libre, c'est cette fraction libre qui pourra exercer un effet biologique. Si votre hormone, elle est sous sa forme liée, si elle se retrouve liée à son transporteur, à la protéine de transport, elle ne pourra pas se lier à son récepteur et donc elle ne pourra pas traduire le message qu'elle porte. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Hein? D'accord? Je sais pas Donc, quand elle est liée à une protéine, on ne peut pas dire qu'elle est active. Voilà, elle est là, elle est présente, mais elle n'est pas active. Vous allez le comprendre juste après. La prochaine. Mais vous retenez que seule la fraction libre, elle est active biologiquement. Donc, ce transporteur, en réalité, il a le rôle de transporter ces hormones qui ne peuvent pas atteindre leurs cellules cibles, du fait qu'elles sont de nature lipidique, mais pas que. Le transporteur, il sert de réservoir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on avait dit que seule la fraction libre, elle est active biologiquement. Et cette fraction, nous avons vu qu'elle était très faible. Elle est de moins de 1%. Et donc, le transporteur, l'hormone, elle est là, elle est sécrétée dans la circulation et lui, il va libérer au fur et à mesure des besoins de votre organisme, des besoins de notre cellule. D'accord? C'est bon? Oui, madame. Oui. Allez-y, je vous écoute. Je vous ai dit oui, mais on a compris. Ah, d'accord, d'accord. Donc, prochain. La portion active, c'est celle des hormones. Donc, vous voyez ici, on a vu. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, le transporteur, il permet de transporter l'hormone vers la cellule cible. C'est un réservoir puisqu'il permet de libérer l'hormone au fur et à mesure, mais également, il permet de protéger l'hormone au cours de ce transport. Parce que dans la circulation sanguine, il y a beaucoup de choses, beaucoup de substances. Donc, l'hormone, elle est fragile, elle peut être dégradée. Donc, quand elle est liée à son transporteur, c'est un moyen de protection et donc il va libérer au fur et à mesure. La prochaine. Pour ce qui est du métabolisme périphérique, c'est pratiquement comme la plupart. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a la fraction active, la fraction inactive. Et pour ce qui est de la dégradation, c'est-à-dire le catabolisme, il va se faire au niveau hépatique et l'élimination, elle est au niveau rénal. Faites passer. Donc, vous voyez là, donc c'est comme la plupart, catabolisme hépatique et élimination rénale. Sauf que pour les hormones, au niveau de la synthèse, en général, toutes les hormones, elles sont synthétisées sous forme d'un précurseur qu'on appelle pré-pro-hormone. Donc, pré-pro-hormone. Ensuite, ce précurseur, il va subir un clivage, donc élimination d'une certaine fraction, il va vous donner la pro-hormone. Et ensuite,
en cas de besoin, on va cliver également, enlever une partie pour donner l'hormone définitive qui est active. Je vous donne un exemple simple, je pense que vous connaissez tous, c'est l'insuline. L'insuline, elle est synthétisée sous forme de pré-pro-insuline. Ensuite, on va avoir la pro-insuline qui contient l'insuline et le peptide C. Et lorsque, pour activation, on va libérer le peptide C, on aura l'insuline qui est la forme active. Donc là, retenez toujours les hormones. On a d'abord la synthèse d'une pré-pro-hormone, ensuite la pro-hormone et ensuite l'hormone proprement dite. Pourquoi? Parce qu'en général, là, le précurseur, il a une durée de vie plus longue par rapport à l'hormone et il est encore plus stable. Donc, c'est un moyen de mieux conserver l'hormone. L'hormone, généralement, elle est plus fragile et elle a une demi-vie plus courte. La prochaine. Donc là, on avait déjà dit, également, on avait dit que l'élimination elle était rénale. Prochaine. Alors, pour ce qui est du mécanisme d'action, là, vous faites passer, parce qu'on va y revenir après, faites passer, mécanisme d'action, vous faites passer tout ça. Encore. Alors, je vous faites passer, parce qu'on va y revenir après, vous faites pas. Là, par contre, attendez, je peux le refaire. Revenez en arrière un peu. Encore. Là, oui, arrêtez-vous. C'est juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour qu'il y ait cette transmission de messages, il faut toujours qu'il y ait une cellule émettrice qui va émettre un message. Dans ce cas, c'est une hormone. Cette hormone va agir sur une cellule réceptrice et cette cellule réceptrice doit contenir ou doit avoir un récepteur. Donc, ce récepteur, il est très important dans ce système endocrinien. Donc, c'est une protéine, c'est de nature protéique. Son rôle, c'est quoi? C'est de reconnaître dans un premier temps, de reconnaître l'hormone en question. Donc, chaque récepteur est spécifique à une classe d'hormones. Donc, le premier rôle, c'est la reconnaissance. En deuxième lieu, il va lier cette hormone, il va se lier à cette hormone. Et cette liaison hormone-récepteur a certaines caractéristiques. Donc, il y a 4 caractéristiques pour cette liaison. Prochaine diapo. Donc, c'est une liaison qui est spécifique. Donc, vous voyez que le récepteur ne peut lier qu'une classe donnée. Ce n'est pas n'importe quelle hormone qui pourra se lier à n'importe quel récepteur. Donc, on a cette notion de spécificité. On a également la notion de haute affinité. La prochaine. Donc, haute affinité. Donc là, on a besoin d'une très faible concentration pour que l'hormone soit liée à son récepteur. La troisième, c'est la réversibilité. Donc, la prochaine diapo. Ou la saturabilité, c'est pas grave. Donc, la saturabilité, c'est-à-dire que le nombre de récepteurs qu'on va retrouver au niveau de la cellule est bien limité. C'est-à-dire que même s'il y a synthèse excessive de l'hormone, s'il n'y a pas assez de récepteurs, l'hormone ne pourra pas donner plus d'activité biologique. Donc, le nombre de récepteurs, le fait qu'il soit limité, c'est un moyen de régulation. D'accord? Le dernier critère, c'est la réversibilité, c'est-à-dire que l'hormone, quand elle se lie à son récepteur, une fois que l'activité a été obtenue, elle peut facilement se dissocier de son récepteur. D'accord? Donc, prochaine. Donc, la maliche, on peut passer, c'est pas très important. C'est une notion que vous avez déjà fait, donc vous pouvez passer. Là, juste pour la notion d'agoniste-antagoniste, je ne sais pas si vous connaissez ça ou pas. Vous connaissez c'est quoi un agoniste et un antagoniste? Oui, la physiologie de première année. Agoniste, c'est le même effet. Antagoniste, c'est un effet. Très bien. Mais les deux, que ce soit un agoniste ou que ce soit un antagoniste, les deux reconnaissent le même récepteur. Donc, on a ce récepteur. Vous voyez que le récepteur est très important. Sauf que l'agoniste, il va reconnaître, il va se lier, donc il va donner le même effet. Il va amplifier l'effet de la substance donnée, alors que l'antagoniste, en se liant, il va bloquer le récepteur et donc bloquer l'effet. C'est ce qu'on utilise comme dans les médicaments. Donc, ça, c'est des notions que vous connaissez. On peut passer. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, c'est la même chose, il vous explique. Prochaine. Vous pouvez passer. Encore. Donnez-moi l'autre. Voilà. Là, vous vous arrêtez par contre. Non, revenez en arrière.
Voilà. Donc, tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai dit que contrairement aux macromolécules, glucides, lipides et protéines, les hormones existent à des concentrations très, très, très faibles dans l'organisme. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez fait l'année passée les glucides, vous avez fait par exemple le glycogène. Donc là, on sait que l'adrénaline ou le glucagon, peu importe, est une hormone hyperglycémiante. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre de dégrader le glycogène. Pardon, le glycogène. Quelles sont les enzymes qui vont dégrader le glycogène? Ce sont les phosphorylases. Et là, pour pouvoir activer les phosphorylases, on a toute une cascade de réactions qu'on va revoir après. Donc, vous voyez ici, on a une molécule d'hormone. Vous voyez le cercle, le petit cercle adrénaline, vous avez une seule molécule. Chaque molécule d'adrénaline, elle pourra vous stimuler 3 molécules d'adénylate cyclase. Ensuite, chaque molécule d'adénylate cyclase va pouvoir produire 5 molécules d'AMP cyclique. Chaque molécule d'AMP cyclique va pouvoir activer une protéine kinase. Donc là, on est toujours à 5. Ensuite, chaque protéine kinase A va pouvoir activer 5 phosphorylases kinases. Et chaque phosphorylase kinase va à son tour activer 5 phosphorylases. Et donc, après, chaque phosphorylase va dégrader le glycogène. Donc, donnez-moi la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc là, je vous demande, c'est ça ce qui m'intéresse. Donc, vous voyez, en partant d'une seule molécule d'hormone, non, donnez-moi la pyramide, voilà. Une seule molécule d'hormone vous permet de dégrader le glycogène et vous pouvez produire 100 millions de glucose. Donc, vous comprenez pourquoi leur taux est très, très faible dans l'organisme. Pourquoi? Parce que dans les hormones, donc, comme vous voyez, vous avez vu juste avant, c'est des cascades de réactions. Chaque réaction va engendrer une autre réaction et il y a une amplification. C'est d'une façon exponentielle. Donc, il y a une amplification du signal. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de grandes quantités d'hormones, mais on a besoin d'une très, très faible concentration au niveau de la circulation sanguine qui est de l'ordre de micromoles, voire même de l'ordre de picomoles. Oui, prochaine. Maintenant, l'importance de la régulation, oui. Alors là, comme on avait vu tout à l'heure. Oui. C'est parce qu'on a l'amplification, on n'a pas besoin de beaucoup d'hormones. Oui, parce qu'imaginez, si c'était de l'ordre de grammes, on aura combien? C'est-à-dire, la réponse, elle va être très, très exagérée. Mais comme c'est amplifié, donc une faible concentration vous permet de donner l'activité voulue. Ce qui est de l'amplification. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est comme on avait vu tout à l'heure. L'hormone, elle doit se lier à son récepteur pour qu'il y ait réponse. Mais dès que la réponse est obtenue, l'hormone peut se dissocier de son récepteur. Et ce récepteur, bien sûr, il sera recyclé ou dégradé en fonction des besoins de l'organisme. Donc là, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous pouvez passer. Également, vous pouvez passer. On va aller juste à l'essentiel. Oui, allez-y. Attendez, Madame, oui. la cascade d'hormones, elle concerne juste le glucagon ou bien tous les hormones? Non, c'est toutes les hormones. On va voir quand on fera après le mécanisme d'action des hormones. D'accord, merci. Je vous en prie. Là, vous pouvez passer également. La régulation, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Voilà. Revenez un petit peu en arrière. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a 2 mécanismes de régulation. On a une régulation centrale et on a une régulation homéostatique. La régulation centrale, c'est ce que vous allez pratiquement faire au cours de cette unité. Donc, il faut toujours garder en tête tout au long de cette unité cet axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire que l'hypothalamus va synthétiser et sécréter des hormones hypothalamiques qui vont agir sur l'hypophyse, qui à son tour va synthétiser des hormones hypophysaires, qui vont agir sur les glandes qui à leur tour vont synthétiser et sécréter des hormones périphériques qui vont agir sur les différents tissus. Donc là, c'est une régulation centrale. Et cette hormone, la dernière hormone qu'on appelle périphérique, qui a été synthétisée par la glande, elle va réguler sa propre synthèse. C'est-à-dire que quand il n'y a pas beaucoup, elle va exercer ce qu'on appelle un feedback. Vous avez fait ça normalement en physiologie, un feedback positif sur l'hypophyse et l'hypothalamus.
Par contre, si sa concentration est assez importante, elle va exercer un feedback négatif. Donc, elle va arrêter la production de l'hormone hypothalamique et de l'hormone hypophysaire pour réguler sa propre synthèse et sa propre concentration. À côté de cette régulation centrale, on peut avoir une régulation homéostatique, c'est le cas de l'insuline et de la glycémie. Dès qu'on a une hyperglycémie, il y a sécrétion de l'insuline qui fait rentrer le glucose à l'intérieur des cellules ou alors le mettre en réserve sous forme de triglycérides ou sous forme de glycogène. Prochaine diapo. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Oui. Faites défiler les diapos. L'hormone va exercer un feedback négatif ou bien positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est ça. Justement, normal, oui, justement, il y a une diapo. C'est pour ça que je lui demande de défiler pour qu'on puisse voir la diapo. Encore? 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 Voilà. Donc, vous devriez le retenir. Hein. Donc, vous voyez que l'hypothalamus, il synthétise les premières hormones, ce qu'on appelle H1 ici. Donc, c'est des hormones hypothalamiques. Donc, qui vont stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, à son tour, va synthétiser les hormones hypophysaires, qui va alors stimuler les glandes périphériques, qui vont synthétiser les hormones périphériques. Ces hormones périphériques qui sont ici schématisées en H3 vont agir sur les organes pour avoir la réponse. Et donc, cette H3, cette hormone périphérique, régule sa propre synthèse puisqu'elle permet d'exercer un rétrocontrôle soit positif, soit négatif sur les hormones hypothalamiques et sur les hormones hypophysaires, bien sûr, en fonction de la concentration, soit en les inhibant, soit en les stimulant, en les activant. Prochaine diapo. Donc, c'est un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à cette concentration. Donc, vous pouvez passer. Donc là, c'est exactement… Oui. Je veux dire, juste les hormones H3, qu'ils ont le rôle de réguler. En tout cas, même H2, en réalité, il régule H1. Hein. Mais généralement, c'est les H3. En général, c'est les hormones périphériques qui régulent leur propre synthèse. Donc là, vous avez l'exemple. Vous avez un exemple ici. C'est l'exemple de l'axe corticotrope, c'est la surrénale. Donc, vous voyez que, par exemple, l'hypothalamus, normalement, il va synthétiser le CRH. Le CRH, qui est une hormone hypothalamique, va alors stimuler l'hypophyse. L'antéhypophyse va synthétiser l'ACTH. Donc, l'ACTH est une hormone hypophysaire. Cet ACTH va alors agir sur la surrénale pour synthétiser le cortisol. Donc, c'est le cortisol. Son taux est élevé, il va exercer un feedback négatif, il va freiner la synthèse et du CRH et de l'ACTH. Par contre, si le taux est faible, il va plutôt activer la synthèse et de l'ACTH et du CRH. Donc, c'est toujours le même principe. Vous allez revoir tout ça quand vous allez faire la surrénale. Normalement, je pense que vous avez un autre exemple sur la thyroïde. Prochaine diapo. Donc, vous voyez, c'est pratiquement toujours la même chose. Donc, là, c'est l'axe thyrotrope, c'est les hormones thyroïdiennes. Donc, vous voyez que l'hypothalamus va synthétiser le TRH, qui, à son tour, stimule l'hypophyse qui va synthétiser la TSH. La TSH va alors stimuler la thyroïde et la thyroïde va me synthétiser mes hormones thyroïdiennes, T3 et T4, qui, en fonction de leur taux, vont exercer soit un feedback négatif, soit un feedback positif sur la synthèse et du TRH et de la TSH. La prochaine diapo. Vous faites passer, là, c'est pas important. Également, là, vous pouvez… je pense que c'est des choses que j'ai déjà dit. Voilà. Là, par contre… Madame. C'est important. Je vous écoute. Madame. Oui, je vous écoute. J'ai pas compris la régulation homéostatique. Homéostatique, c'est-à-dire vous n'allez pas, c'est direct. C'est au niveau sanguin, c'est directement. Là, vous voyez que ça passe sur l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est central. Là, votre hormone périphérique, elle est au niveau de la circulation sanguine, mais elle va exercer un feedback sur l'hypophyse et l'hypothalamus. Alors que homéostatique, c'est au niveau directement, elle va sur l'organe, elle va stimuler l'insuline directement, elle va faire rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule, ou alors le mettre en réserve. Là, c'est homéostatique. C'est au niveau de la circulation directement, on ne passe pas par l'hypophyse et l'hypothalamus. D'accord? D'accord, merci madame.
Très bien. Et là également, c'est très important à savoir, c'est la sécrétion. Les hormones ne sont pas toutes sécrétées de la même façon. Donc, certaines sont sécrétées d'une façon saisonnière. D'autres, elles répondent à un rythme nictéméral, à un rythme circadien. C'est-à-dire, si je prends le rythme circadien, c'est-à-dire l'exemple type, c'est le cortisol. Le cortisol, vous avez la sécrétion, le taux maximum au niveau de la circulation sanguine, on le retrouve à 8 heures du matin. Et le taux minimum, il est à minuit. Donc là, c'est très important de connaître ça parce que le jour où vous voulez faire une exploration, il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire le prélèvement. Si je veux faire le dosage du cortisol, il est impératif que le prélèvement soit fait le matin à 8 heures du matin. Si je le fais à 10 heures, le taux commence à diminuer. Si je le fais à 16 heures, je vais avoir un taux plus bas. Si je le fais à minuit, c'est encore plus bas. D'accord? Donc là, pour le cortisol, il est important de respecter le pic. Quand on fait le dosage, on respecte toujours les pics de sécrétion. Pour le cortisol, le pic, il est à 8 heures du matin. Donc, il faut que le prélèvement soit fait à 8 heures du matin. D'autres hormones, je vous ai dit, c'est un rythme saisonnier. Là, on prend les hormones de fertilité chez la femme. Chez l'homme, le problème ne se pose pas, on peut faire à n'importe quel moment. Mais chez la femme, il y a un cycle menstruel. Donc là, on doit connaître notre hormone. Est-ce qu'elle est synthétisée en phase folliculaire? Est-ce que c'est en phase ovulatoire ou est-ce que c'est en phase lutéale? C'est très important. Par exemple, si vous voulez faire le dosage de la LH et de la FSH, il est impératif que ce soit en phase folliculaire parce que le pic, il est entre le 2e et le 3e jour du cycle. Donc, c'est la phase folliculaire. Si par contre, je veux doser la progestérone, le pic, c'est en phase lutéale. Donc, il est impératif que le prélèvement soit fait le 21 ou le 22 jour du cycle. Donc là, c'est très, très important à connaître ce type de détails parce que si vous ne respectez pas le pic, vous allez avoir un résultat faux, donc vous risquez de l'interpréter faux et donc vous pouvez avoir un diagnostic erroné et donc un traitement erroné. D'autres hormones, par contre, elles ont un caractère de sécrétion pulsatif, par exemple le GnRH. Donc vous voyez que le GnRH, pour l'hormone de croissance, chaque 20 minutes, on a une sécrétion. Donc, c'est pulsatif. Et là, quel que soit le moment où vous allez faire votre dosage, le problème ne va pas se poser parce que là, le taux sanguin est pratiquement identique durant toute la journée. On a un autre exemple, par exemple, qui est une pathologie très fréquente ici chez nous, c'est la thyroïde, c'est les dysthyroïdies, les problèmes de la glande thyroïdienne. Et donc là, si je veux doser les hormones thyroïdiennes T3, T4, il n'y a pas de problème, je peux faire mon prélèvement le matin, je peux faire l'après-midi, le problème ne se pose pas parce que la concentration est identique. Par contre, toujours pour l'exploration de la glande thyroïdienne, si c'est la TSH que je dois doser, la TSH, elle répond à un rythme circadien, donc il est impératif que le prélèvement soit fait le matin et non pas à n'importe quel moment de la journée. Pour la TSH, je ne dois pas dépasser les 10 heures. Donc, entre 8 heures et 10 heures du matin. La prolactine également, je ne dois pas dépasser 10 heures du matin. Donc, tout ça, ce sont des règles qu'il faudra connaître parce que le prélèvement est très important. Il est très important de respecter ces règles quand on effectue le prélèvement parce que ça va affecter le résultat de vos dosages. La prochaine, s'il vous plaît. Donc là, peu importe, vous pouvez passer. Je m'attarde sur ce qui est essentiel. Là, vous pouvez passer, ce n'est pas très important. Également, je pense qu'on va directement à l'exploration, oui. Donc, on passe à l'exploration. Donc, ces hormones, si on les étudie, c'est parce qu'elles ont des rôles. Vous allez les voir au fur et à mesure de cette unité. Mais dans l'exploration, qu'est-ce qu'on va faire? On va doser l'hormone. On avait vu, quand on va doser l'hormone, soit on va trouver un taux qui est normal, soit on va trouver un taux qui est bas, dans ce cas, on va parler d'une hyposécrétion, ou alors on va trouver un taux qui est élevé, on va parler d'une hypersécrétion. C'est vrai que la majorité des pathologies, c'est au niveau de la glande. C'est la glande qui ne fonctionne pas. Donc, soit elle ne synthétise pas, soit elle synthétise en excès. Mais parfois, la glande, elle est indemne. Parfois, le problème n'est pas au niveau de la glande, mais il est plutôt au niveau du tissu. Parfois, c'est le récepteur. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, il est impératif que la cellule réceptrice ait un récepteur. Et donc, parfois, le problème se retrouve au niveau du récepteur et non pas au niveau de l'hormone. Soit que le récepteur n'existe pas du tout, et donc, s'il n'y a pas de récepteur, même si
l'hormone a été synthétisée, elle a été sécrétée, elle ne pourra pas transmettre l'activité qu'elle porte. Ou alors, le récepteur, il existe, mais il porte une mutation qui fait qu'il n'est pas fonctionnel. Il ne peut pas se lier, il ne peut pas reconnaître l'hormone. Oui. Comme le diabète de type 2, c'est le problème de récepteur. Pas à 100%, mais dans le diabète de type 2, on peut avoir un problème de récepteur, mais vous allez voir l'année prochaine quand on va faire le diabète, ce n'est pas réellement le récepteur, c'est beaucoup plus de l'insulinorésistance pour le diabète de type 2. Mais c'est vrai que dans le diabète de type 2, ça peut être un problème de récepteur. D'accord? Alors, l'exemple type pour le problème de récepteur, c'est le syndrome de Laron. Le syndrome de Laron, c'est une forme de nanisme. Alors, on a le nanisme. Le nanisme, c'est un déficit de l'hormone de croissance. Donc, il n'y a pas d'hormone de croissance qui est la GH. Donc, on va avoir un nanisme, une petite taille. Parfois, il y a un syndrome où l'hormone de croissance, elle est synthétisée, mais il n'y a pas de récepteur. Et donc, elle ne peut pas agir. Donc, on va avoir un nanisme qu'on appelle syndrome de Laron qui est dû à une mutation du récepteur qui ne devient pas fonctionnel. D'accord? C'est ça l'exemple type. C'est mieux que le diabète de type 2. Ou alors, parfois, l'hormone, elle est là, le récepteur, elle est là, mais c'est au niveau périphérique où se trouve un problème. Il y a quelque chose qui va activer ou désactiver notre hormone. Parfois, c'est seulement le transporteur. On avait vu que les hormones liposolubles, elles nécessitent un transporteur. Et s'il n'y a pas de transporteur, l'hormone, elle ne peut pas arriver ou atteindre la cellule cible. Donc, on ne pourra pas avoir d'activité. Donc, c'est vrai que d'un point de vue fréquence, la plupart des pathologies sont liées à un problème glandulaire. Donc, c'est soit une hyposécrétion, soit une hypersécrétion. Mais sachez qu'il existe des pathologies où le problème est lié au récepteur ou alors au métabolisme périphérique. Donc, quand on ne trouve pas, il faut y penser. Prochaine diapo. Donc là, vous pouvez passer. Alors, pour ce qui est des méthodes de dosage, là, pour vous, ce n'est pas très, très important. Sachez uniquement que nous, au laboratoire, quand on veut doser des hormones, on utilise des méthodes immunologiques, c'est-à-dire on fait appel au couple antigène-anticorps. Mais sinon, vous faites passer. Là, ce n'est pas très important pour vous. Vous êtes des cliniciens, vous n'êtes pas des biologistes, donc vous faites passer. Là, c'est beaucoup plus pour les pharmaciens, donc tout ça, méthode compétition. C'est-à-dire, d'une façon générale, dans les méthodes immunologiques, il y a deux types de méthodes, méthode sandwich et méthode de compétition. Donc, moi, j'en passe. Vous allez les refaire l'année prochaine en long et en large en immuno. Ce n'est pas important pour vous. Donc, vous faites passer. Là, c'est beaucoup plus pour les pharmaciens, pas pour vous. Faites passer, s'il vous plaît. Madame, on doit les connaître. Non, pas du tout. Si je fais passer, ça veut dire que ce n'est pas important pour vous. Ça, c'est important pour un pharmacien, pas pour vous. Le pharmacien, c'est lui qui va travailler dans un laboratoire, ce n'est pas pour vous. Donc là, on passe à l'exploration. Donc, pour ce qui est de l'exploration, on va doser les hormones. Donc là, il y a deux types d'exploration. Il y a une exploration statique, il y a une exploration dynamique. C'est-à-dire, quand on dit une exploration statique, ça veut dire que je vais doser l'hormone en question. Je suspecte, vous avez un malade qui vient vous voir, vous avez un certain tableau clinique, donc une certaine symptomatologie, vous allez penser à une pathologie. Donc, vous allez demander directement l'hormone en question. Et donc, nous, au laboratoire, on va vous la doser. Ça, c'est un dosage statique. Parfois, avec le dosage statique, on n'arrive pas à faire la part des choses, surtout que vous avez vu maintenant, au niveau de cette unité avec les hormones, c'est pratiquement, vous avez toujours l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, vous avez des hormones hypothalamiques, vous avez des hormones hypophysaires et des hormones glandulaires. Et donc, parfois, on n'arrive pas à faire la part des choses. Est-ce que c'est le problème, il est au niveau de la glande, ou alors il est plus haut et il est central? C'est l'hypophyse ou c'est... Madame, on n'entend pas. La dynamique. Faites avec moi. Faites passer. Encore? Madame, vous pouvez répéter. Mais allez, faites passer, parce que je cherche la diapo. Oh. D'accord. Où est-ce qu'elle est? Le problème, c'est que j'ai tout perdu. Vous êtes là? Où est-ce que je ne retrouve? Oui, on est là. Oui, madame. Mais
Mais sur mon téléphone, je ne vois rien du tout. Si, on arrive à voir le diapo. Moi, j'arrive pas à Attention. moi qui n'arrive pas à la voir pour que je puisse suivre avec vous. Eh ben, je sais pas, elle a disparu. Attendez, je la cherche, mais je ne la retrouve pas. Parce que sinon, je ne pourrais pas suivre avec vous. عقلك مدخل l'application. Alors là, je ne sais plus comment faire. Ah oui, 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 c'est bon, c'est revenu. Donc, faites passer. Où est-ce qu'il est, test dynamique? Voilà, exploration dynamique. Voilà. Alors, restez là. Donc, je vous ai dit, en général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général, c'est la glande qui ne fonctionne pas. Soit elle sécrète en excès, soit elle ne sécrète pas du tout. Elle ne synthétise pas, elle ne sécrète pas. Donc là, nous, on va faire le dosage de ces hormones glandulaires. Soit on va trouver un taux qui est bas, donc on va dire que c'est une hyposécrétion. Soit on va trouver un taux élevé, donc on va dire que c'est une hypersécrétion. Mais parfois, ce n'est pas la glande. Parfois, c'est plus haut, parfois, c'est central. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit, il faut toujours avoir cet axe hypothalamo-hypophysaire en tête. Vous avez l'hormone hypothalamique qui va stimuler l'hypophyse, qui va synthétiser l'hormone hypophysaire, qui va stimuler la glande. Donc, si votre hypophyse ne fonctionne pas clairement ou bien, ou alors l'hypothalamus ne fonctionne pas bien, c'est normal que la glande ne sera pas stimulée. Donc, parfois, ce n'est pas la glande. Dans ce cas, on est obligé de faire appel à des épreuves dynamiques pour voir est-ce que c'est la glande ou est-ce que c'est central, est-ce que c'est hypophysaire ou est-ce que c'est hypothalamique. C'est dans ce cas, on va faire. Si en dosant l'hormone, on a trouvé un taux qui est bas, donc c'était une hyposécrétion, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test de stimulation. On va essayer de stimuler cette glande en lui injectant l'hormone hypophysaire et on va voir si elle répond ou pas. Si par contre, quand on a dosé l'hormone, on a trouvé un taux qui est élevé, donc là, on va faire un test de freinage. On va essayer de freiner cette synthèse et donc on va essayer d'inhiber. On va voir, est-ce qu'on arrive, est-ce que notre glande répond à cette inhibition ou pas. Donc, faites passer, vous allez avoir deux exemples ici. Donnez-moi là où il y a le graphe directement. Là, ici, voilà. Attendez, je vais juste éliminer ça. Donc, vous voyez ici, par exemple, on prend un exemple, peu importe quel exemple, on prend par exemple l'exemple du cortisol. On a dosé le cortisol. On a la patiente, elle vient, elle vous donne quelques signes, donc vous suspectez un problème de surrénal, de cortico-surrénal, on doit vous demander le cortisol. On dose le cortisol, il est bas. Donc, vous voyez le graphe, le tracé, on a trouvé un cortisol qui est bas. Donc, si le cortisol il est bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test de stimulation. D'accord? Donc, c'est quoi le test de stimulation? Je vais injecter l'hormone hypophysaire qui est censée agir sur ma surrénale pour stimuler la synthèse du cortisol. Donc, je vais faire un premier prélèvement. Dans un test dynamique, c'est toujours comme ça. On fait un premier prélèvement au temps T0. Ensuite, on injecte l'hormone hypophysaire. Et ensuite, après un certain temps, on refait le dosage, le même dosage. Hein. C'est-à-dire là, dans ce cas, j'ai fait le cortisol avant injection et je vais faire cortisol après injection de la CTH. Et je vais voir la réponse. Donc, à droite, plutôt à gauche, vous voyez que le tracé, il est plat. Il n'y a pas eu de changement de taux. Le taux de cortisol, il était bas. Même après injection, il est resté bas. Là, ça sous-entend que la glande, la surrénale, ne répond pas à la stimulation par la CTH. Donc là, je suis certaine que c'est un problème au niveau de la surrénale. C'est ma glande qui ne répond pas. Là, j'ai pris l'exemple du cortisol, de la surrénale, mais c'est valable pour toutes les autres glandes. Alors qu'à côté, en face, vous voyez qu'au départ, il y avait un petit tracé plat, mais après, il y a eu une augmentation. Vous voyez qu'il y a un pic. Donc là, on a fait le même test. On a fait le dosage du cortisol, il était bas. Ensuite, on a injecté de la CTH, on a redosé le cortisol et là, il y a eu une réponse. La glande surrénalienne a répondu à ma stimulation puisqu'il y a eu une augmentation. Et donc là, je vais dire que la glande en elle-même, elle est saine, elle n'a rien à glande. C'est l'hypophyse qui n'arrive pas à stimuler. Le problème est plutôt plus haut, il est central. Il n'y a pas eu de synthèse d'hormones centrale
pour que ma surrénale réponde. Donc, vous voyez pourquoi on fait ces tests dynamiques, c'est pour voir est-ce que le problème est périphérique au niveau de la glande endocrine ou est-ce que le problème est plutôt central, c'est-à-dire soit hypophysaire, soit hypothalamique. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui. Très bien. Vous avez un autre exemple? Encore? Encore? Alors là, c'est toujours avec la surrénale. Donc, ça, c'est par rapport au deuxième. Donc, vous avez vu le deuxième graphe. Après stimulation, il y a eu réponse de notre glande surrénalienne. Il y a eu synthèse du cortisol. Donc, on avait dit que le problème est plus haut, il est central. Mais quand je dis le problème est plus haut, il est central, est-ce que ce problème, il est hypophysaire ou est-ce que ce problème est hypothalamique? Là, je ne peux pas faire la part des choses. Dans ce cas, je dois refaire un autre test qui est dans le premier test, on avait injecté de la CTH. La CTH qui est une hormone hypophysaire. Là, on va plutôt injecter du CRH qui est une hormone hypothalamique et on va plutôt doser la CTH. Donc, qu'est-ce que je me répète? Donc, regardez, la première fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un premier prélèvement, on a dosé le cortisol, on a injecté de la CTH et on a refait le dosage du cortisol. Là, c'est pas ce qu'on va faire. Là, par contre, on va faire un premier prélèvement, on dose ACTH, on injecte le CRH et on redose la CTH. Donc, on va doser l'hormone hypophysaire, je vais injecter l'hormone hypothalamique et je vais redoser l'hormone hypophysaire. Et c'est exactement la même chose. Donc, oui. J'arrive pas à suivre. Allez, laissez-moi terminer, après je vais reprendre. Si le tracé est plat, il reste plat, ça veut dire que l'hypophyse qui est atteint, ce qui n'a pas répondu à la stimulation. C'est-à-dire, moi, à la CTH, j'ai dosé l'hormone hypophysaire, je dose mon hormone hypophysaire, je stimule pas en injectant une hormone hypothalamique, mais ça reste plat, l'hypophyse n'arrive pas à synthétiser. Donc, la tête est hypophysaire. Par contre, à droite, vous avez vu, il était plat, après il y a eu une augmentation, c'est-à-dire que l'hypophyse ne synthétisait pas au départ, mais dès que j'ai injecté une hormone hypothalamique, il a répondu, et donc l'hypophyse, il est sain, et donc là, je suis certaine que la tête, elle est plutôt hypothalamique. Je vais répéter, alors pour répéter, revenez en arrière, s'il vous plaît. Madame, question. Oui, est-ce que c'est nécessaire de faire cette succession de bas jusqu'au... Ça dépend. C'est-à-dire, au départ, on commence toujours par le bas. Si on arrive à poser le diagnostic, Allahumma barik. Si on n'arrive pas, plus qu'on n'arrive pas, on monte plus haut. D'accord? C'est par étapes. Dès que vous arrivez à poser le diagnostic, vous vous arrêtez. D'ailleurs, ces épreuves dynamiques, ce sont des épreuves dangereuses qui doivent être faites en milieu hospitalier. Il faut qu'il y ait un clinicien à côté, des infirmiers. C'est pas de simples épreuves. D'accord? Donc, on ne les fait pas à tour et à travers. On les fait juste quand c'est nécessaire. Revenez là où il y a l'axe hypothalamo-hypophysaire. Revenez encore en arrière. Encore. Ici. Non, attendez, non, avancez. Encore. Ici. Donc, regardez, c'est juste parce que là, j'ai pris des exemples, mais en réalité, c'est quoi? En réalité, on dose toujours H3. On commence en général, mais ce n'est pas des sciences exactes. En général, on dose H3. Par exemple, pour la surrénale, c'est ce qu'on fait. Vous dosez H3. H3, il est bas, ça sous-entend, on a une hyposécrétion. H3, il est élevé, ça sous-entend qu'il a une hypersécrétion. Mais parfois, est-ce qu'on est sûr que c'est la glande qui ne fonctionne pas bien, c'est elle qui n'a pas synthétisé ou qui a synthétisé en excès, ou alors c'est plus haut, elle n'a pas été stimulée. Donc, quand on suspecte que c'est plus haut, que c'est une atteinte hypophysaire ou alors une atteinte hypothalamique, on fait appel à ces tests. Et je vous ai dit, vous allez faire un test de stimulation. Si, quand vous avez dosé H3, vous avez trouvé un taux qui est bas, donc là, c'est un test de stimulation qu'il faut faire. Par contre, si en dosant H3, le taux était élevé, là, il faudra plutôt faire un test de freinage. Par rapport à l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure, donc, la toute première fois, on a dosé la H3 qui était le cortisol. Ensuite, on a fait un test de stimulation par H2, c'est-à-dire on dose le cortisol au temps T0, on injecte H2
qui est la CTH, dans l'exemple qu'on avait pris, et après, on redose toujours H3. S'il y a eu un tracé qui était resté plat, ça sous-entend que c'est la glande, c'est la surrénale qui ne répond pas. J'ai stimulé par H2, mais la glande ne répond pas. Si par contre, au départ, c'était le tracé, il était plat, mais après injection de H2, j'ai eu une réponse, il y a eu une augmentation du taux de H3. Donc là, la glande, elle a répondu à la stimulation par H2, ça sous-entend que la glande, elle est saine. Donc, c'est soit un problème au niveau de l'hypophyse, soit c'est un problème au niveau de l'hypothalamus, soit que c'est l'hypophyse qui n'arrive pas à synthétiser H2, et donc c'est normal que la glande n'est pas stimulée, elle ne pourra pas synthétiser H3, soit que c'est l'hypothalamus qui est atteint, donc si l'hypothalamus ne synthétise pas H1, c'est logique que l'hypophyse ne pourra pas synthétiser H2, et c'est logique que la glande ne synthétisera pas H3. Dans ce cas, on va faire le deuxième exemple. Là, on va faire plutôt le dosage de H2, on stimule par l'injection de H1 et on refait le dosage de H2 et on va voir. Si le taux reste plat, ça sous-entend que l'atteinte est hypophysaire. Même si en injectant H1, l'hypophyse n'a pas répondu. Donc là, je suis certaine que l'atteinte est hypophysaire. Si par contre, quand j'ai dosé H2 et après stimulation par H1, le taux de H2 a augmenté, j'ai une augmentation, là, on est certain que c'est l'hypothalamus qui est atteint parce que l'hypophyse a répondu, mais c'est l'hypothalamus qui n'arrive pas à synthétiser mon hormone H1. D'une façon générale, c'est les problèmes sont glandulaires, ce sont les plus fréquents. Et donc là, on parle d'une atteinte glandulaire ou d'une atteinte périphérique. On peut avoir une atteinte centrale. Quand on dit une atteinte centrale, c'est soit hypophysaire, soit hypothalamique. Et là, si elle est hypophysaire, on va dire que c'est une atteinte secondaire. Si par contre l'atteinte, elle est au niveau de l'hypothalamus, on va parler d'une atteinte tertiaire. Donc vous avez vu, on commence par le bas. Donc, glandulaire, c'est une atteinte périphérique. Hypophysaire, c'est une atteinte secondaire. Hypothalamique, c'est une atteinte tertiaire. Et quand on dit une atteinte centrale, ça peut être soit hypophysaire, soit hypothalamique. Voilà, d'une façon générale, je pense que c'est OK pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Madame, c'est quoi la différence entre l'exploration statique et dynamique? Alors, l'exploration statique, vous faites un seul dosage. Le patient, vous allez le prélever au temps T et c'est bon, vous envoyez le prélèvement au laboratoire, le laboratoire va vous faire un dosage. Par contre, si c'est une épreuve dynamique, vous êtes obligé de garder le malade. Vous allez faire un premier prélèvement qu'on appelle le temps T0. Ensuite, vous allez injecter quelque chose. Ici, dans les hormones, parfois c'est par voie orale, parfois c'est par voie injectable. C'est-à-dire vous allez lui donner quelque chose. Ensuite, vous allez refaire un autre prélèvement, parfois un seul, parfois deux, parfois trois, parfois cinq. Vous allez refaire, vous faites plusieurs prélèvements et vous dosez toujours le même paramètre. C'est toujours le même paramètre qu'on dose, mais on dose à des temps, à plusieurs temps. C'est-à-dire T0, parfois 15 minutes, 30 minutes, ça dépend. Ça dépend des tests. On peut faire 2 heures après, il y a des tests où vous faites 15 minutes après, il y a des tests 30 minutes, parfois 15 minutes avant, 15 minutes après. Ça dépend après des tests. Vous allez faire les tests au fur et à mesure avec les différents axes, les différentes pathologies. D'accord? Mais un test statique, c'est un seul dosage. Un test dynamique, c'est plusieurs dosages. Et un test statique, vous n'injectez rien du tout, vous ne donnez rien du tout. Un test dynamique, vous êtes obligé de donner quelque chose à votre patient. Vous avez compris? Oui, madame, quand est-ce qu'on doit les utiliser? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on doit se diriger vers le test statique et dynamique? Là, vous allez voir, quand on va faire la thyroïde, donc c'est moi qui va vous faire la thyroïde, qui vais vous faire la thyroïde, vous allez voir quand est-ce qu'on pourra faire un test dynamique et quand est-ce qu'on va faire un test statique. Par exemple, quand vous allez faire la surrénale avec Dr Belkhaïd également, elle va vous dire quand est-ce que vous allez avoir une symptomatologie qui va vous orienter vers telle ou telle pathologie et on sait que dans ce cas, il faut faire un test de stimulation, alors que dans ce cas, c'est un test de freinage, d'accord? Donc là, c'est juste des généralités. Mais après, à chaque fois qu'on va faire un axe, on va vous donner ce qu'il faut faire. D'accord? Oui, merci. Donc, je voulais faire le mécanisme d'action, mais il est déjà 4h30. Et puis, comme c'est Ramadan, moi aussi, je dois rentrer chez moi. Je dois préparer à manger. Donc, je pense que pour aujourd'hui, c'est OK. Donc, on a fait les généralités. Donc, mercredi, on va essayer de faire
les mécanismes d'action. D'accord? À quelle heure, s'il vous plaît, pour mercredi? Alors, d'après vos camarades, ils préfèrent l'après-midi, c'est ça? Oui, madame, c'est mieux. 13h ou 14h, par exemple. D'accord, d'accord. J'espère que la connexion va être bien parce que je serai ici au laboratoire. Comme ça, le mercredi matin, je vais travailler avec les internes et mercredi après-midi, je vais travailler avec vous. Ok. D'accord. Donc, on va dire 13h30, 14h, comme aujourd'hui. Madame, le cours, c'est la même chose que l'année passée, le PDF. Oui, c'est les mêmes cours. Je n'ai pas changé. Même pour la thyroïde, je n'ai pas changé. D'accord, Madame, on madame. fait avec les cours, mais avec la diapo. C'est comme vous voulez. Vous voulez travailler avec la diapo, vous travaillez avec la diapo. Vous voulez travailler avec le PDF, vous travaillez avec le PDF. C'est la même chose. Oui. Normalement, c'est la même chose. Et puis, vous voyez que quand il y a des trucs très importants, moi, j'insiste sur les trucs les plus importants. D'accord. D'accord, merci, madame. C'est important, je prends le temps de l'expliquer. Quand je vois que ce n'est pas important, je passe. D'accord. D'accord. Donc, on se voit mercredi vers 13h30, Inch'Allah. D'accord, merci, madame. Au revoir, à mercredi, Inch'Allah. Au revoir. À la prochaine.